قبل كده ما كنتش شغال. انا ما كنتش فكره. اوكي، اهلا بس وسهلا. هو كل المايكات كله ما شاء الله. This one as well. How are you feeling? Nino? Oh, the other one. Nino. What's her name? Danny. مرحبا. اتفضل. اتفضل هنا.
avec un aperçu. On a des présentateurs ou des pénalistes différents et j'aimerais donner la parole aux jeunes. Je suis juste la modératrice. Alors, je vous assure qu'ils sont tous et toutes des jeunes, sauf moi et Monsieur Saïd. C'est une plateforme pour partager autour des défis que les jeunes ont et en termes aussi d'opportunités pour acquérir du développement en termes du foncier. On va essayer aussi de parler des actions qu'il faut entreprendre et aussi on va discuter les défis, mais de penser positivement de comment on peut aller en avant et les actions qu'il faut entreprendre dans le secteur de gouvernance foncière et pour avoir des résultats beaucoup plus adaptés. Donc, je ne vais pas parler beaucoup plus en détail. Je vais essayer d'introduire vraiment brièvement nos intervenants. On a professeur Hiba Khalil, Selma, Hamza, il n'est pas encore là. Hamza de la Fédération. Monsieur Faïr Fakhouri. Et on a avec nous Monsieur Hayyan de la Tunisie, du Méditerranée, et Madame Nilover Saïd des États-Unis. J'aimerais tout d'abord commencer avec le professeur Saïd pour nous donner un aperçu de cette session. Merci énormément, professeur. C'est un plaisir de faire partie de cette session importante qui est modérée par vous-même. Je voudrais commencer par dire que l'Égypte ne fait pas juste... ceci n'est pas relatif à l'âge seulement, c'est relatif à des constructions sociales. Nous pensons à la jeunesse ou à cet âge de jeunesse comme une période de transition. Maintenant, si on est sensible à l'âge, nous allons appliquer certains principes. Et voilà. Donc, merci pour cette session importante, une séance plénière qui représente une belle assemblée, qui nous permet déjà d'entendre les perspectives des jeunes et de ceux qui travaillent avec les jeunes. Et encore plus important, il faut penser à comment les modèles de leadership sont formés pour partager plus d'expérience à travers le monde arabe et à travers le monde. C'est une opportunité pour nous pour apprendre les uns des autres et ce que nous faisons ici dans le contexte de l'initiative du foncier arabe aura un écho à travers le globe. Nous n'avons pas besoin d'expliquer pourquoi le foncier est important, parce que de manière intrinsèque, vous ne pouvez pas avoir des programmes durables sans les jeunes, mais cette conjoncture particulière fait que les jeunes représentent le futur ainsi que l'innovation des travaux. Une belle opportunité. Et puis, très rapidement, par rapport au centre de Davos, le Centre pour l'égalité que je dirige, nous nous penchons sur la combinaison entre l'inclusion et l'égalité, la justice économique, les communautés durables, et nous nous penchons sur les rôles clés que les jeunes peuvent jouer. Nous allons entendre parler des activités du centre par la suite, un centre privilégié
qui a contribué à fonder le GLTN, le réseau international, et l'initiative du foncier arabe. Et ils ont développé plusieurs outils fonciers qui sont sensibles à l'âge. Et donc, chaque statut, chaque niveau, chaque âge voit l'implication de plusieurs parties prenantes. Et les jeunes, vous savez, sont des groupes divers d'individus. Il est important de faire attention au contexte, mais également au type de ressources qui sont déployées ou dont on a besoin pour que les jeunes soient capacités et fassent partie d'un processus prospère. Si vous pensez au droit du foncier maintenant, cela réfère aux différentes manières aux différentes manières d'accès au foncier. Le GLTN a, depuis son inception, en 2006, développer un nombre d'outils en relation avec les manières avec lesquelles les jeunes jouent des rôles de leadership, des rôles efficaces pour non seulement penser de nouveaux projets, mais pour régir la société de manière générale. Il y a les critères de réponse des jeunes également lancés au sein de la Banque mondiale il y a quelques années. C'est un outil ou une liste de vérification qui vient avec certaines idées. Par exemple, les jeunes peuvent de manière sensible traiter des problèmes clés et devraient être impliqués, etc. Aujourd'hui, nous avons écouté lors de nos sessions ces implications-là pour les jeunes et nous avons parlé des modèle de leadership pour les jeunes qui ont connu un succès et puis qui devraient être pilotés au-delà. Et donc, merci, mesdames et messieurs, d'être venus pour cette session bien importante. J'ai hâte d'apprendre encore plus de vous et des différentes expressions des panélistes et assistance. Nous allons rassembler toutes les idées et les ajouter à celles des jeunes. Merci beaucoup. Merci, professeur Serraj. Je pense que ce que nous avons ici est quelque chose que nous avons essayé de comprendre avec l'ONU Habitat qui ont beaucoup de projets relatifs à la jeunesse, puis à la Fédération internationale des surveillants, ou plutôt des officiers de recensement. Il y a d'autres organisations qui se focalisent sur la coalition du foncier, il y a les affaires de biodiversité et il y a l'institution méditerranéenne de la Tunisie. Ici, nous avons souhaité rassembler les voix des différentes parties à travers plusieurs secteurs et pays arabes. Et donc, permettez-moi, j'essaie ici d'introduire H1. Donc, ce que nous avons structuré, ou plutôt nous avons structuré ceci pour que chaque intervenant ait 3 ou 4 minutes pour nous parler des opportunités et défis qu'ils ont essayé de traiter par rapport à la jeunesse et au foncier, à la gouvernance foncière. Et puis nous allons avoir un tour de table avec nos participants en relation à aux actions dont nous avons besoin. Et par la suite, nous allons donner la parole à l'assistance. Si donc vous souhaitez poser des questions ou partager vos remarques, n'hésitez pas. Nous voulons que cette session soit interactive. Je vais commencer par Salma Mustafa, officier du programme ONU Habitat à l'Office pour les pays arabes, le point de contact pour les droits de l'homme et l'inclusion sociale. Depuis 2017, et s'est focalisé sur la propagation, ou plutôt les problèmes de parité, genre hommes-femmes, et a travaillé sur les groupes marginalisés également et la lutte contre plusieurs phénomènes. Madame Selman, je vous en prie. Merci énormément. Merci pour cette introduction et merci de m'avoir invité. Je vais commencer mon intervention par une contextualisation
de ces phénomènes en me focalisant sur les jeunes dans la région arabe. Donc la région a une population assez jeune, donc 25% du peuple sont au-dessus de 25 ans. Et ces aspects démographiques viennent avec beaucoup d'opportunités, mais des défis également. Beaucoup de jeunes dans la région arabe manquent d'accès aux services basiques et à une éducation de qualité et aux opportunités d'emploi. Et la région arabe a quand même la plus grande croissance de chômage, donc qui a atteint des points 10 fois ou plutôt 10% plus élevés que la moyenne internationale. Il y a également des disparités de genre, donc le chômage des femmes est encore plus élevé que celui des hommes et est presque le double en comparaison et atteint 42,5%. Et puis les pays contribuent à l'échelle interne et externe aux tendances migratoires car les jeunes cherchent de meilleures opportunités. Il y a 60% d'immigration urbaine pour les jeunes qui ont moins de 30 ans. Et puis, il y a la recherche des opportunités économiques et les conflits aussi qui font fuir les jeunes et qui exacerbent le déplacement. Et ici, nous notons 27% des jeunes qui vivent dans des contextes de conflits. En addition à ces défis, les jeunes dans la région arabe font face à une participation publique limitée et beaucoup de restrictions aussi par rapport à l'accès à la prise de décision et à l'élaboration des politiques. Et puis, la raison pour laquelle nous soulignons ces chiffres, c'est parce que l'urbanisation et les tendances migratoires et aussi le bien-être des citoyens impactent tous les jeunes et par rapport aux fonciers également. Et ceci diffère d'un groupe à l'autre et d'une génération à l'autre. Par exemple, la mobilité des jeunes en recherche des opportunités économiques requiert des méthodes plus flexibles pour garantir l'accès aux fonciers en comparaison avec les mesures requises pour garantir l'accès des adultes. Comment est-ce que l'ONU Habitat essaie de gérer ces problèmes-là et difficultés? Nous avons une approche multisectorielle pour l'autonomisation des jeunes, pour s'assurer que les femmes et les hommes aient accès à la gouvernance urbaine et puissent exercer leurs droits et bien sûr des opportunités pour améliorer leur niveau de vie. Et notre approche peut être résumée comme suit. Nous travaillons sur le renforcement de capacités et l'octroi de formation et nous développons les compétences pour garantir l'accès aux opportunités. Il y a des guichets uniques pour les jeunes qui offrent des formations professionnelles et il y a l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision. Là, quand on travaille avec le gouvernement, nous assurons qu'ils intègrent les voix des jeunes et cela est fait à travers les conseils pour les jeunes et il y a les travaux de sensibilisation ainsi que les initiatives communautaires ainsi que la dissémination du savoir et l'échange scientifique. Ici, nous avons mené des recherches par rapport aux jeunes et nous avons ségrégué les données afin d'informer nos programmes et l'élaboration de politiques. Et puis, les outils mentionnés par Dr Sarraj vont sur plutôt il travaille avec le Centre arabe pour le développement agricole et travaille dans le domaine économique et de développement économique au sein du Centre arabe depuis 15 ans déjà. Il est membre également de la coalition arabe représentant la MENA et il est l'un des fondateurs de la coalition foncière de la Palestine qui a commencé ses travaux il y a 2 ans. Monsieur Thaer, vous avez 3 minutes. Merci énormément. Nous avons beaucoup de choses à mentionner par rapport à ce problème. Il y a des expériences par rapport aux jeunes et par rapport aux manières avec lesquelles nous pouvons faire face aux défis qui entravent leurs travaux. Pour la coalition palestinienne, nous avons essayé de gérer plusieurs défis. Vous savez, il y a l'occupation, il y a l'expropriation des terres et des défis de changement climatique ainsi que de biodiversité. Mais il y a plusieurs solutions sur lesquelles nous travaillons pour
avec les jeunes plutôt en Cisjordanie. Avant, c'était dans la bande de Gaza, mais maintenant, nous nous focalisons sur la Cisjordanie et les différentes zones de la Cisjordanie. Nous avons trouvé certaines résolutions et outils pour aller au-delà des défis auxquels les jeunes font face, surtout par rapport aux stratégies, ou plutôt grâce à la stratégie STG. Et puis, est-ce que j'ai terminé? Est-ce que le temps s'est écoulé? Donnez-moi une minute. Par rapport à la Palestine, il y a une stratégie approuvée par la coalition foncière internationale et par nos partenaires. Cette stratégie se focalise sur la gouvernance foncière et d'autres problématiques et nous voyons que voilà, ce sont des partenaires de cette coalition, mais il n'est pas suffisant de parler de gouvernance foncière et des droits d'accès des femmes, des jeunes, etc. Et nous avons trouvé qu'il fallait connecter et établir le lien entre ce type de sujets importants tels que la gouvernance foncière et l'accès au foncier avec les secteurs de développement à travers la fourniture de projets productifs dédiés aux jeunes et au développement durable. Il y a des histoires à succès et nous avons des expériences positives dans ce contexte et j'espère que nous allons pouvoir partager ces projets lors de cette session. Il y a donc une implémentation intéressante de la part des jeunes de ces projets en Palestine. Merci. Merci, Monsieur Thaïr. Prochain intervenant, Monsieur Hayam Chemli, ancien président de l'institution des avocats. Excusez mon français, mais il est de l'Office régional méditerranéen et ancien président de la coalition tunisienne visant à plaidoyer pour la justice sociale. Il est maintenant spécialisé en le droit international. Et depuis 2013, il a rejoint le modèle tunisien des Nations Unies. En 2017, il est devenu impliqué dans le watchdog tunisien appelé Boussala ou Boussole, qui travaille sur le suivi des performances locales et la phase post-révolution. Et il a rejoint maintenant Avocats sans frontières afin de gérer les projets de justice transitionnelle acceptés en 2021 et jusqu'à 2024, il a servi en tant que président du département de recherche et plaidoyer pour l'Europe et la région méditerranéenne de l'organisation. Monsieur Hayam, vous avez 3 minutes. Merci, docteur Hiba. Merci de vos présentations. Je suis ravie de parler aujourd'hui de l'une des crises les plus importantes, l'une des crises urbaines auxquelles nos régions arabes font face. Donc, il y a la crise de la migration et d'un angle économique et d'un angle de droit des hommes et en se centrant sur l'accès aux fonciers. Avant de rentrer dans les détails, je voudrais faire un petit flashback vers 2011. C'est là où beaucoup de choses avaient commencé à changer en termes démographiques et sociaux dans notre région avec le printemps arabe. Je ne vais pas parler de l'aspect géopolitique. Il y a plusieurs détails qui ont été partagés quant au printemps arabe, mais pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce que nous oublions, même chez nous, donc nous oublions que la première étincelle était là parce qu'il y avait des problèmes socio-économiques. Mohamed Bouazizi, qui avait mis le feu à son corps, donc une auto-immolation, l'avait fait à cause de la pauvreté, des disparités socio-économiques. Et donc, c'est pour cela que nous avons ce slogan, donc labeur, liberté et dignité. Et en Tunisie, on avait vu des vagues migratoires importantes, que ce soit à l'échelle interne ou externe. Pour l'échelle externe, c'était plus vers l'Europe. Et là, je vais essayer de répondre aux questions principales, notamment jusqu'à quel point est-ce que les facteurs socio-économiques tels que le chômage et
Jusqu'à quel point est-ce que cela impacte les jeunes arabes à trouver à chercher plutôt des opportunités ailleurs. En étudiant le droit international, et je voudrais mentionner que j'ai pris la classe sur les réfugiés internationaux de professeur Saïd et que l'organisation Avocats sans frontières pour laquelle je travaille se penche sur la justice et l'accès au droit en fournissant des outils pour les personnes vulnérables afin qu'ils puissent accéder à leurs droits. Il y a les femmes victimes de violences, il y a les minorités sexuelles et il y a les personnes victimes de ce que l'on appelle les crimes de pauvreté. Il y a le chômage, il y a l'itinérance, les sans-abri, il y a les confrontations avec les policiers et il y a les migrants également, soit subsahariens qui choisissent la Tunisie comme un pays de transit ou les Tunisiens eux-mêmes qui choisissent de risquer leur vie pour migrer vers l'Europe. Nous maintenons également un dialogue avec l'Union européenne et là, le gouvernement tunisien et la société civile essaient d'adresser des problèmes de la racine déjà, donc de traiter non pas les symptômes mais aussi les causes et de la perspective il faut être en conformité avec la charte sur les droits fondamentaux, mais aussi se pencher sur les racines du problème qui sont, comme je l'ai dit, des facteurs socio-économiques. Je vais m'arrêter ici pour ce premier tour, mais je serais ravie de parler de ces trois composantes par la suite. Quand nous parlons de migration, et nous parlons d'un faible accès au foncier directement. Et la migration interne, par exemple en relation avec l'insécurité alimentaire, est expliquée par le fait que certaines personnes échappent ou plutôt fuient leur environnement pour aller vers des environnements plus sécurisés. Il y a également la migration de dernier recours et c'est une migration qui pousse les femmes et les jeunes à échapper au conflit et à l'instabilité politique ainsi qu'à la pauvreté. Tous ces derniers mènent vers l'un des problèmes les plus majeurs qui est la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux est réellement l'un des problèmes les plus graves auxquels nous faisons face par rapport au développement. C'est une crise de développement en effet dans notre région et nous y faisons face et nous y ferons encore plus face dans le futur et je vais parler de ces composantes plus en détail par la suite. Merci. Notre prochain intervenant sera M. Lofer Saïd. M. Lofer est un chercheur associé au centre LOFA pour la recherche d'égalité à l'est de London. Elle a une licence en la santé et en le développement international de santé de l'Université de l'économie. Et son étude se focalise sur l'équité sociale. Elle a été fondée par le comité d'investigation britannique et le comité de recherche scientifique. Elle a travaillé sur plusieurs projets tels que l'Institut international pour les sciences nationales. Il y a l'association anglaise scientifique et son domaine d'intérêt est l'équité de santé et les méthodes participatoires ainsi que le développement inclusif. Monsieur Hofer, vous avez 3 minutes s'il vous plaît. Merci. Je vais parler un peu en dehors. Je vais parler d'une zone hors la région arabe. Non, ce n'est pas la bonne présentation. Prochaine présentation, s'il vous plaît. Excellent. Nilofer, you have slides, no? I do. It's fine. I can speak without them. Okay. These ones? No, it's for I think it's last. Should be the last one. The last one. You went through them all. The name of the file.
Yeah, it should be after this. It's After this? after. After? Yes. Yes, And- now. Yeah, sorry for the interruption. So I'll be speaking from using case study of a Alors, je vais partager avec vous une étude de cas, quelques bonnes pratiques, les leçons retenues. Alors, on parle de développer des méthodologies innovantes pour l'autonomisation des jeunes dans la prestation de services urbains. C'est une étude de cas d'un contexte récent des Royaumes-Unis. On a eu beaucoup de jeunes migrants arabes et ils ont des problèmes d'accès aux services urbains au Royaume-Uni parce que c'est un cycle qui n'est pas qui est compliqué plutôt. Alors, pour ce projet a impliqué 300 personnes, dont des jeunes de l'immigration. Et ça a été pour développer une approche menée par les jeunes. Parce qu'on voulait avoir une implication des jeunes sur tous les niveaux. Pour les enquêtes, avoir des méthodologies aussi et développer des projets. On a eu des focus group et aussi des parties prenantes. L'image que vous voyez maintenant, c'est la formation en leadership pour les jeunes. Alors, ça a été pour essayer de donner l'opportunité aux jeunes pour essayer d'échanger avec les décideurs, les parties prenantes et toutes les personnes responsables. Comme j'ai mentionné, les jeunes participants à ce projet d'innovation, c'est un modèle de UN que vous voyez sur l'image. Pour avoir cette simulation, pour essayer de partager les expériences et partager les décisions autour d'une table. participants and the leaders. And this was another one in the Et ça a été une table ronde aussi. Que vous voyez sur cette image. Je vais terminer sur ce point pour parler de quelques défis et des bonnes pratiques. Merci, Nilover. On a essayé maintenant de vous donner une idée générale sur le travail de chacun de nos intervenants et comment ils adressent ces défis. Et ce qu'on veut faire, c'est quelles sont les actions pour essayer de développer, d'améliorer, d'autonomiser les jeunes. Et pour faciliter aussi leur inclusion dans ce processus et que toutes les actions qu'on fasse soient importantes pour les jeunes et qu'ils soient dans l'axe d'importance. Et aussi, il faut penser au futur de cette gouvernance. Alors, Salma, la parole est à vous. Merci.
Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, les slides? Can we have the slides? Thank you. Okay, I can start until the slides come up. من أول الإكزامبل. I'll skip 2 slides. أو من أول الإكزامبل اللي بعده. Bring it back. Can you bring the presentation back? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir la présentation? I can start and then I think it's the one before, right? It's the first one that was displayed. C'est la première présentation. Yes, okay. Yeah, I can take it from there. Yes, thank you. Okay, so I'll try to answer the question by giving a few examples of our work. Alors, je vais essayer de répondre aux questions en donnant quelques exemples. Alors, c'est important quand on parle des projets où on inclut les jeunes. Comme ça, ils ne sont pas marginalisés parce que l'expérience des jeunes sont importantes. Gender, disability. Comme par exemple le déplacement ou d'autres problèmes. Alors, on n'a pas une approche standard, mais plutôt notre projet, c'est pour essayer de voir les jeunes comme un groupe collectif et à répondre à leurs besoins dans différents contextes. Dans la région arabe, notre approche se focalise sur voir les problèmes ou bien les racines de ces problèmes et essayer d'engager les jeunes en tant que des acteurs clés. Comme j'ai dit, notre programme essaie d'assurer l'inclusion des jeunes dans le processus de prise de décision et bien sûr aussi la gestion des projets. Je vais donner quelques exemples du travail qu'on fait dans notre région, mais qui est en relation ou bien en lien avec des ressources économiques naturelles aussi. Par exemple, en Irak, on essaie d'avoir un projet où les jeunes essaient de refaire ou bien reconstruire leur infrastructure. Alors, les jeunes ont participé au développement de logements sociaux dotés des infrastructures essentielles et ils ont assisté ou bien aidé les autres communautés pour essayer de retourner à leur logement. Dans cette approche, on a distingué le rôle des jeunes en tant qu'acteurs clés. Et aussi, on a essayé de continuer cette durabilité ou viabilité du projet. Un autre exemple de la Jordanie, c'est un projet qui donne aux jeunes les moyens d'explorer des solutions innovantes aux défis climatiques. C'est un projet solution pour de l'eau résiliente contre le changement climatique. On a eu une compétition. Comme ça, les jeunes peuvent venir avec des projets ou bien des solutions. Et on a eu une formation pour les jeunes et une formation aussi des éducateurs. Dans ce même projet,
les jeunes ont été formés aux techniques d'agriculture écologique qui permettent de cultiver et de vendre des récoltes de manière biologique. Et bien sûr, c'est une source de revenus. Dans cette approche, on essaie de donner aux jeunes des outils pratiques et bien sûr aussi les sensibiliser pour l'importance entre la résilience et la gouvernance et bien sûr dans le cadre des changements climatiques. Je donne ici un dernier exemple qui est un outil qu'on a utilisé pour impliquer les jeunes dans la conception d'espaces publics inclusifs pour essayer de déployer et inciter les jeunes à imaginer les espaces publics dans leur quartier et leur ville pour essayer d'engager ou bien d'inclure les jeunes dans le processus de développement urbain et dans la conception et la planification urbaine aussi. Et on les implique dans le processus de prise de décision. Et il y a eu aussi des ateliers qui sont participatifs pour essayer de comprendre ou bien de voir quels sont les besoins dont ils ont toujours sur qui il faut toujours travailler. Alors cet outil a été impliqué d'une façon globale en Palestine, l'Égypte, le Liban et ça a été vraiment efficace. En termes d'encouragement des jeunes et ça a été aussi durable. Je vais m'arrêter sur ce point et merci. Merci Selma. Vous avez travaillé sur les questions en relation avec les jeunes et on peut toujours améliorer ce volet en relation avec la gouvernance foncière. Mais l'ONU Habitat a déjà commencé à travailler sur ce volet. Je pense que vous avez le micro, monsieur. Vous pouvez commencer. Merci. Alors, on est sur la même longueur d'onde en termes d'intégration ou bien d'inclusion des jeunes dans ce système ou bien dans ce processus. Alors, on a pour tout ce qui est les droits des femmes en matière du foncier et d'autres questions. On leur donne des outils de développement pour investir, par exemple, leur capacité dans leur terre ou bien dans le foncier pour avoir des sources de revenus complémentaires. Et les ODD avec qui on travaille sont pertinents. Et après, on les a donné des programmes différents pour avoir accès au foncier avec différents projets. Et en même temps, ces jeunes participent dans différentes conférences pour essayer de partager les défis qu'ils ont et aussi le défi de l'écosystème, le changement climatique et comment on peut surmonter ces défis. Et maintenant, on essaie d'avoir des projets productifs. Par exemple, être dans différentes formations, comment on peut éliminer les changements climatiques dont on fait face maintenant. Et ils ont des masterclass, si on peut dire comme ça.
et renforcer ce rôle des jeunes dans la promotion de la bonne gouvernance foncière. Utiliser des programmes d'autonomisation économique. Il y en a des différents projets agriculture. Et maintenant, ils sont sur un volet de productivité. Donc, ils produisent des solutions. Par exemple, en Jordanie et en Yémen. Et pour nous, le réseautage est très important de prendre les idées de nos jeunes et les inclure dans ce processus. Et le lien entre le développement foncier et pour avoir des projets qui sont durables parce que les jeunes sont importants pour nous. On continue à les aider dans différents programmes pour avoir l'accès aux fonciers dans notre région. Et on a eu des résultats vraiment, des très bons résultats. Et tout ce que j'ai déjà dit, ce n'est pas pour l'organisation, mais aussi on travaille toujours sur ce volet. Avec le gouvernement, on a travaillé aussi. Et les autres organismes et organisations. Merci, monsieur. Si vous pouvez aussi, monsieur, nous donner une présentation. Alors, j'aimerais avoir les slides, s'il vous plaît. It was the third presentation. Can you find the PPT, please? Est-ce que vous pouvez trouver la présentation? J'aimerais avoir la présentation, s'il vous plaît. Can you have the presentation from Mr. Khayyam? Alternatively, it's just because it's containing graphs and figures. That's why it's important. But c'est important parce que ça contient des nombres importants. Is it the red button to go back? The green. To go back, the red. Yeah, the red to go back. Huh? Okay, thank you. So as where we stopped, I'm also happy that. Alors, je suis vraiment ravi que Nilofer a parlé d'une façon brève de l'immigration. L'immigration, et quand on parle de ce problème et le foncier, on pense à des problèmes comme l'immigration interne pour les personnes qui immigrent en raison de sécurité alimentaire ou l'immigration en raison d'instabilité politique ou bien des conflits ou de la pauvreté. La première raison, c'est la FAO a documenté la manière dont l'accès au foncier affecte l'emploi des jeunes et les schémas de migration en Afrique. Et ce rapport de la FAO s'est focalisé sur le cas de la Tunisie. Et jusqu'à 2017, la répartition des terres entre les jeunes en resté stable ou bien stagne. Et ces nombres, je pense qu'on a des similarités. Pour le mouvement Land Rights Now,
constate qu'un tiers de la population mondiale est exposée au risque d'être déplacés ou bien de leurs droits de propriété foncière par des acteurs plus forts. Pour la deuxième raison, c'est la migration de détresse. Et voici, quand vous pouvez voir quelques nombres à gauche, ça montre le nombre de Tunisiens qui ont venu en Italie qui a été élevé par rapport à 2017. Et de 2017 à 2023, les nombres maintenant sont plus de 3 fois le nombre qui était initialement. Le paramètre aussi arabe nous donne quelques statistiques importantes en relation avec le désir d'immigration. Malheureusement, je ne suis pas surpris qu'en tant que Tunisie, on est les premiers, à peu près la moitié de leurs jeunes ont envie d'émigrer. C'est 46% quand même. Et ce nombre aussi a doublé ce pourcentage. Ça a été 22. Après la Jordanie, à peu près la moitié de ces jeunes, après le Liban et le Maroc. Pour le baromètre arabe, des motifs économiques, l'insatisfaction économique est un facteur majeur de l'émigration des migrants dans cette population des jeunes. Dans la région MENA, on a la Jordanie, 90%, la Tunisie, 89%, après la Tunisie, le Liban, Mauritanie et le Maroc. Et ce que maintenant, notre problème, le troisième problème, qui est les déplacements ou bien l'immigration des cerveaux. Il y a eu quelques enquêtes ou statistiques qui ont été partagées. Et c'est vraiment surprenant parce que en région de MENA, les personnes qui sont éduquées sont les plus qui veulent immigrer à d'autres pays. Les ingénieurs, les docteurs, tous veulent contribuer malheureusement à l'économie du Nord. Alors, je pense qu'au futur, ça sera l'une des recommandations. Et je vais terminer sur ce point. Il faut travailler pour transformer notre nation arabe à des pays qui accueillent et non pas pour immigrer. Il faut avoir des opportunités égaux. Et pour la Tunisie, c'est mon pays d'ailleurs, je ne vais pas parler en détail. Mais je dirais qu'il faut faciliter l'accès à la terre pour les jeunes entrepreneurs, notamment dans l'agriculture. Je vais m'arrêter sur ce point. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Yeah, thank you for also think about what could be the policy recommendations. How can we move from? Merci d'avoir pensé aux recommandations aussi, c'est très important. Et maintenant, on a fini cette session. On va finir cette session par Nilover. Est-ce que je peux avoir les slides? Mais
Oui, merci. Beaucoup des défis auxquels nous faisons face en addition aux solutions au futur de ce projet fera que l'on sera plus participatif et que l'on impliquera les jeunes. L'un des problèmes est que pour impliquer les jeunes de manière complète, surtout quand on parle de groupes de jeunes qui ont 26 ans ou autres, il est important d'avoir des partenariats avec la communauté et de travailler sur le renforcement de capacités et l'implication des jeunes en détail. Il faut aussi penser au fait que nous ne gérons pas juste une seule catégorie de jeunes, mais plutôt des groupes de jeunes divers. Et donc, c'est assez sensible. Il faut pouvoir s'adapter culturellement à chaque contexte. Puis, par rapport au leadership des jeunes, nous avons eu un modèle avec l'ONU pour mener des sessions et des débats. Et pour essayer de mener ces approches innovantes, il y a des défis tels que les services de base, le logement, etc. Mais il faut toujours avoir d'autres parties prenantes, telles que les parlementaires et les gouvernements locaux. Et nous sommes ravis d'entendre de la part des leaders jeunes. Il faut aussi penser intégrer les voix de tous les groupes pour qu'ils soient entendus. Et c'est ce à quoi nous pensons lors de chaque forum. Il y a des problèmes d'handicap également, de genre. Les expériences diffèrent. Et puis, nous promouvons la création de nouvelles plateformes et les discussions, surtout pour les jeunes et les femmes, pour qu'elles puissent partager et aller vers plus de leadership, seront plus impliqués dans les perspectives futures que nous envisageons. Voilà, merci. Merci, voilà, vous avez mentionné des points assez concis. Merci. En particulier par rapport à la représentation. Quand nous parlons de jeunes, est-ce que nous parlons d'un groupe homogène ou d'un groupe divers? Et puis par rapport à ceux qui... quand on travaille sur le développement, nous essayons de contacter les étudiants au sein des universités, mais nous ne pensons pas à ceux qui sont à l'échelle des écoles et de la petite enfance également, qui expérimentent tous des développements et qui le feront sur les 10 prochaines années. Ils seront la main-d'œuvre de demain. Et donc, il faut les atteindre et les contacter. Et il faut focaliser les travaux sur ces portions. Donc, les jeunes adultes dans leur vingtaine. Et puis, il ne faut pas oublier les jeunes enfants dans ces travaux. Il y a l'ONU Habitat qui est impliqué par rapport au gaming et ils essayent d'incorporer les plus jeunes dans les processus de conception. Donc ça, c'est pour les jeux vidéo et c'est un bon début qui requiert plus d'action. Maintenant, je souhaite donner la parole à l'assistance pour qu'ils posent leurs questions et partagent leurs remarques. Je vous en prie. Je pense qu'il nous faudra un microphone baladeur. Veuillez transmettre un à toute personne qui souhaite intervenir. Merci. Voilà, il y a une personne ici sur les premiers rangs qui souhaite intervenir. Merci. Nom de Dieu, miséricordieux, je suis Selves Ahmed Omar de l'Irak, région du Kurdistan. Ma question est la suivante, et je l'adresse à Madame Selma et à Monsieur Thaïr. J'espère avoir bien prononcé votre prénom. Mais dans la région du Kurdistan, nous avons plusieurs
Groupe de jeunes, bien évidemment, donc une bonne portion de jeunes qui sont diplômés dans différents secteurs. Ma question est, est-ce qu'il est possible de les appuyer via vos projets et programmes visant à améliorer les connaissances et compétences afin aussi d'éviter qu'il y ait autant de flux migratoires vers les pays étrangers. Donc, comment les retenir? Qu'en est-il de la planification future par rapport à ce sujet? Merci. Merci. Souhaitez-vous répondre à cette question? Merci d'avoir posé cette question. Oui, en principe, c'est le cœur de nos travaux avec les jeunes. Nous avons une initiative qui se tient depuis pas mal de temps déjà. Donc, il y a les guichets uniques pour les jeunes et il y a donc un essai ou une tentative de contextualisation qui se tient là par rapport à ces jeunes. Les programmes déterminent des priorités qui diffèrent d'un contexte à l'autre, mais essentiellement, nous fournissons des formations de renforcement des capacités pour les jeunes, des formations professionnelles aussi relatives aux besoins du marché, et cela leur permet d'accéder à plus d'opportunités de travail, à des opportunités qui génèrent du revenu. Et donc là, ils ne sont pas forcés à se déplacer et ils n'ont pas à chercher d'autres opportunités ailleurs. Nous travaillons conjointement avec les gouvernements locaux dans ce sens pour s'assurer qu'ils soutiennent les initiatives. Alors, ils allouent donc les terres dédiées à l'établissement des centres et puis nous travaillons avec eux pour avoir des comités directeurs qui incluent les jeunes pour la gestion de ces centres qui fournissent le renforcement de capacité. Donc, les jeunes font partie de la maintenance et de la gestion du centre. Nous nous assurons qu'ils soient réceptifs et inclusifs par rapport à leurs priorités. Nous travaillons sur ce domaine et essayons de nous étendre à travers les différents pays pour remédier à ces problématiques. Donc, il y a des points de collaboration. Voilà, ça marche. Merci, monsieur, d'avoir posé cette question. J'espère, ou plutôt j'aurais aimé faire partie d'un organisme qui mène des projets par rapport à ces problématiques et qui fournit l'aide aux jeunes. Je fais partie de la société civile et je peux vous dire que en Tunisie, et après 2011 et après le printemps arabe, il y a eu donc une forte présence de la société civile et ils ont fourni, ou plutôt elle a fourni beaucoup d'opportunités de travail et a fleuri après 2011. Malheureusement, dans mon pays, il y a également des démonstrations ou des protestations plutôt qui ont utilisé les mêmes slogans. Donc c'est labeur au travail, liberté et dignité. Et donc, nous ne voyons pas la lumière au bout du tunnel et les problèmes économiques n'ont pas été entièrement résolus. Nous avons eu de bonnes réalisations à l'échelle politique par rapport aux institutions, aux élections justes, mais à l'espace qui a été augmenté vis-à-vis des acteurs civils. Malgré toutes les lacunes et malgré certaines régressions, nous n'avons toujours pas dédié le même intérêt à l'aspect économique. Et donc, il y a eu des réalisations louables à l'échelle politique, mais malheureusement, il y a eu une régression économique et les taux de chômage n'ont pas été améliorés. Il y a des problèmes d'immigration et nous voyons des taux donc, qui sont à la hausse par rapport au flux migratoire. Et je n'ai pas beaucoup de connaissances cependant par rapport au schéma et au paysage de la société civile en Kurdistan, mais j'espère qu'il y a des programmes conjoints qui intègrent le mentorat et qui partagent les enseignements tirés sur la base des expériences comparatives. Et j'espère que la société civile
n'est pas juste un vecteur de militantisme, mais également l'une des sources de création d'emplois. Ils emploient beaucoup de jeunes, dites-vous, et je peux vous dire sur la base de mon expérience que plusieurs jeunes Tunisiens sont restés en Tunisie car ils n'ont pas trouvé d'emploi dans le monde des entreprises, mais plutôt dans le monde de la société civile, sous différents formats, soit des travaux relatifs à la bonne gouvernance, ou à l'économie de développement, ou libertés individuelles. Je pense que la région du Kurdistan pourrait aller vers cette direction également. Merci. Y a-t-il une autre question? Nous pouvons en prendre 3 maintenant. Y a-t-il des questions? Merci énormément. Est-ce que l'on peut commenter également? Oui, vous êtes le bienvenu. Merci en premier lieu à tous les orateurs. Je suis Antoine Khouidi de l'initiative pour les jeunes, l'initiative foncière pour les jeunes en Afrique. Je pense que lors de la 2e conférence arabe sur le foncier, on avait vu que 70% des jeunes dans la région arabe n'ont pas accès aux informations par rapport aux problématiques foncières et de gouvernance, ce qui est assez critique. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e conférence arabe sur le foncier et je vois beaucoup de points positifs, mais nous avons besoin de plus d'amélioration. Je pense que l'un des éléments clés qu'il faut recommander et donc sont les activités, voilà. Et puis comment unir les efforts vers le foncier. Nous voyons beaucoup d'exemples de différents pays ici, mais je me demande comment est-ce que vous connectez. J'adresse cette remarque à Selma, mais comment est-ce que vous connectez tous ces travaux pour créer des instances unifiées? Et puis, notre recommandation, je souhaite qu'il y ait plus de flexibilité dans les discussions menées avec les jeunes. Et là, je parle d'un échange intergénérationnel et de discussions intergénérationnelles. Il est essentiel de les avoir. Pour la question des données, elle est assez critique également. Il faut des données pour les jeunes. Quels sont les rêves des jeunes? Et il faut avoir des données sur tout ceci, sur les jeunes, sur les problématiques foncières, etc. Sinon, on ne pourra pas prendre des décisions pour le bénéfice des jeunes. Donc, nous comprenons qu'il y a des enjeux climatiques, agricoles, etc., d'entrepreneuriat, mais il faut comprendre les jeunes et avoir des données sur eux. Et puis, après l'assemblée menée avec les jeunes, quelles seraient les étapes à suivre? Merci. Salma, souhaitez-vous répondre ou commenter également? Merci énormément pour ces commentaires. Ils étaient très valides et au point. Je suis d'accord, il y a effectivement un écart par rapport aux données sur les jeunes. Quand il s'agit des jeunes et du foncier en particulier, il y a un écart encore plus grand. Et pas tous les pays collectent des données ségrégées. Même quand ils le font, cela ne se centre pas sur l'accès des jeunes aux services et aux fonciers. Et donc, nous en avons besoin effectivement pour informer les politiques et programmes et nous essayons de traiter ceci. Pour le GLTN et la collaboration y afférente, telle que mentionnée par professeur Serraj, c'était une action menée par les jeunes
une recherche menée par les jeunes, implémentée en 5 pays, le Yémen entre autres. Et ils ont essayé de combler ces écarts de recherche et de produire des données sur les jeunes et les Français, de fournir des perspectives sur les jeunes dans les pays où cela a été implémenté. Mais il y a bien évidemment plus de points d'amélioration. Je suis aussi d'accord sur le fait que les politiques foncières ne reconnaissent pas particulièrement les besoins des jeunes en tant que catégorie spécifique. Et là, il faut voir comment les jeunes ont accès à ces affaires-là. Plusieurs pays ont des politiques dédiées, pas juste par rapport aux jeunes, mais ne mentionne pas donc les jeunes et le français en particulier. C'est un domaine où il faut combler les écarts et travailler avec les gouvernements locaux, mais aussi les jeunes avec le renforcement des capacités et la sensibilisation. Nos travaux en Irak sur les droits de propriété, par exemple, avaient vu l'organisation de campagnes de sensibilisation pour le bénéfice des groupes marginalisés par rapport aux droits du foncier. Et nous avions ciblé les femmes lors de ce programme. Encore une fois, il y a des points d'amélioration, mais les outils sont en place et les tentatives d'amélioration et de mise à échelle sont constantes. Et je ne peux qu'être d'accord avec votre commentaire et j'espère que nous allons pouvoir traiter ces problématiques en bonne et due forme dans le futur. Merci Selma. Y a-t-il une autre question? Alouim Baïsoualihi, cellule de cartographie au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme aux Comores. C'est juste, j'ai 3 questions à poser par rapport à votre assemblée. Et j'aimerais savoir, selon vous, quels sont les principaux défis liés à la gestion foncière dans le contexte actuel. Deuxième question, comment percevez-vous l'accès à la terre pour les jeunes et les femmes actuellement? Enfin, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les jeunes dans l'accès à la propriété foncière? Merci. Okay. Thank you. Merci. Donc, ces 3 questions sont relatives à votre domaine d'expertise, mais je pense que l'on aura besoin d'une autre conférence pour parler de ces défis. Si vous pouvez commenter. Merci. Je pense qu'il faut effectivement étudier tout ceci. Nous avons, avec la Coalition internationale du foncier et la Coalition palestinienne, des programmes cherchant à identifier les difficultés auxquelles les jeunes font face. Et nous travaillons sur cette dimension et nous l'avions fait depuis pas mal de temps déjà. Mais nous améliorons les stratégies et notons les défis. Donc il y en a plusieurs. En premier lieu, il y a donc la propriété. Donc il faut trouver la propriété. Il y a les règles gouvernementales aussi. Il n'y a pas de facilitation pour les jeunes pour l'accès aux terres. Et puis il y a les terres communales. Et par rapport à ceci, cela cause des problèmes pour les jeunes à travers le monde. Pour les terres communales, nous voyons que certains États ont des réglementations foncières. Ils cherchent à diversifier les terres communales entre les familles, mais cela n'est pas trop adopté comme technique maintenant. Encore une fois, les difficultés sont relatives à l'accès et nous essayons dans ce sens de travailler sur différents indices pour identifier les terres et travaillons maintenant sur les problématiques d'héritage afin de donner la terre à son ayant droit. Il y a des aspects relatifs au secteur privé, à leur intervention. Des fois, ils créent des entreprises spécialisées. Et il y a plusieurs défis par rapport à l'accès aux terres, mais
Nous essayons de les éliminer à travers, par exemple, une mesure obligatoire relative à l'indice. Donc, nous travaillons sur certaines mesures à travers plusieurs pays pour résoudre le problème de terre communale. Merci. Je pense qu'il est temps de clôturer avec les remarques de conclusion. Nous commençons par professeur Saïd. Merci beaucoup. C'était une session fascinante en termes de présentation et aussi les questions intéressantes que nous avons vues aujourd'hui. Concernant la question des jeunes et comment l'inclure dans les processus de gouvernance foncière et comment les inspirer et essayer de les aider pour surmonter les défis. On avait parlé des conflits, par exemple, les problèmes sanitaires, les problèmes de changement climatique et on avait parlé aussi de comment on peut gérer ces problèmes d'immigration. Et avec notre dernier intervenant qui avait taclé le problème des communautés arabes. Alors, ce sont des défis quand on fait face dans différents contextes. Les jeunes essayent de travailler ou bien d'intégrer différentes méthodes, comme par exemple être rentable avec les parties prenantes ou bien des décideurs. Les points importants à retenir de cette session est qu'il faut adresser ou bien qu'il faut voir ces lacunes pour essayer de comprendre les jeunes. Et le défi le plus grand pour la gestion foncière, il faut faire la mise à jour de différents processus. Pour moi, la session qu'on aura par la suite est aussi importante parce qu'on va parler des différents cadres qui sont mis en œuvre. Et on va comprendre quels sont les standards existants et ce sont des niveaux formels. Et on peut les dupliquer sur différents exemples. Et aussi reconnaître l'importance des jeunes et leur donner un espace de compréhension et pour s'exprimer. Alors, je ne vais pas m'attarder. Ce sont juste des exemples des différents défis, particulièrement en relation avec l'accès aux fonciers ou aux terres. Les jeunes, la façon dont les jeunes voient le foncier ou bien les terres, c'est une façon alors différente. Mais ces jeunes, comme vous avez mentionné tout à l'heure, ils sont impliqués dans, par exemple, travailler des espaces publics ou les arts, exprimer leur engagement, par exemple. Donc, il faut comprendre ces changements dans différentes sociétés. Et finalement, ce qu'on doit avoir des politiques claires dans différents contextes, que ce soit pour la gouvernance foncière. Alors, il faut donner un espace aux jeunes pour s'exprimer. Et je vais terminer par ce point.
Et une autre fois, j'aimerais remercier les organisateurs pour cette initiative. Et à vous tous et toutes d'avoir été présents et d'avoir échangé avec nous toutes vos idées. Merci, merci encore une fois. Merci Hiba. Tu étais une modératrice exemple. I think we can end on this note that yes. Alors, on finit sur ce point. Le design des projets et les décisions, on doit inclure les jeunes. Et aussi avoir des partenariats et collaborer. On peut avoir les jeunes engagés de plus en plus pour représenter les groupes divers de ces jeunes et aussi quels sont les pouvoirs que ces jeunes ont les pouvoirs qu'on donne à ces jeunes. Et par la suite, on peut dire qu'on a une collaboration avec les jeunes dans la gouvernance entière. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire d'une façon différente, mais on va s'améliorer. Et on est sur la bonne voie. Merci beaucoup d'avoir été là, présent. Merci beaucoup.